Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau live des champagnes indépendants, vignerons indépendants de Champagne. Ce soir, nous allons avoir la chance d'avoir Jean-Luc Weber du champagne Alfred Tritan, donc qui va me rejoindre d'ici quelques instants. Et pour vivre un moment assez particulier, hein, puisque nous allons effectivement avoir Alfred. euh, alors, tac, voilà. Connecté. Bonjour au Champagne Vaflard, qui était déjà là la dernière fois, hein, c'est bien sympa. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Bonsoir Geoffrey. Comment vas-tu? Oh ben très bien, merci et toi? Ouais, très bien, merci. Voilà, on va attendre juste quelques instants, hein, que les gens puissent nous retrouver. Donc ce soir, j'ai le grand plaisir pour un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne. Donc, eh bien, de converser, d'échanger avec Jean-Luc Weber, donc du champagne Alfred Tritan. Nous sommes à Bouzy. Et quel Bouzy! On va en parler en long et en large, mais pas que, hein. Et ce soir, donc, je vois qu'il y a du soleil à Bouzy, hein, parce que Ouais, je peux fermer les volets s'il y a trop de lumière, hein. ah non, ça fait du bien, hein. Voilà. Il fait un peu chaud pour un mois d'avril quand même. Ouais, oui, bah oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr, hein. Voilà, donc, alors j'ai pas pu voir tous ceux qui nous rejoignent, il y en a quelques-uns là. Bah, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous rappelle donc bienvenue pour un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne. Donc, ce soir, nous sommes à Bouzy avec Jean-Luc Weber du champagne Alfred Tritan, qui va tout vous dire, hein, sur son domaine, hein. Et on va essayer de vous donner des petites anecdotes, notamment sur le finage de Bouzy. Un petit mot d'histoire, parce que on pourra y passer peut-être une semaine à parler de Bouzy et des alentours, hein. Tellement le finage et l'histoire du secteur est riche, notamment de ses vins, bien sûr, mais riche d'anecdotes, de nuances de terroir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis replongé un petit peu dans l'histoire, des anecdotes, notamment géographiques, hein, parce que l'histoire, on va en parler de manière assez simple, mais avec des petites anecdotes assez sympathiques également. Voilà donc, bah, je pense il est l'heure d'attaquer. Alors bien sûr, nous aurons un champagne à déguster. Moi, il est encore un petit peu au frais là, il est à côté de moi, hein. Il est prêt à bondir, entre guillemets, à surgir. Et quel champagne, puisque Jean-Luc a choisi non pas de faire un pied de nez, mais montrer également qu'il sait travailler le chardonnay. Et donc, on verra ça tout à l'heure. Nous avons des salutations depuis l'Espagne, Jean-Luc. Je suis en train de découvrir aussi. Ouais. Alors, pendant le live, hein, il se peut que des personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure, hein. Donc, tu peux les voir passer, hein, et leur faire un coucou, hein, bien sûr, hein, même si on est en train de parler, hein, on est entre nous, donc il n'y a pas de souci, hein. Donc là, je vois que ça se connecte bien. Ben, Ouais, bonsoir. il y a l'Italie qui va nous rejoindre. Il y a un Exact. importateur qui. Oui, Oui, que je connais un petit peu aussi, hein, donc on parlait oui. également des coteaux, on en reparlera un peu. Bouzy Rouge, hein, bien sûr, c'est quand même quelque chose d'assez important et dans lequel tu es également bien impliqué. Voilà, je vous propose de commencer. Donc, nous sommes avec Jean-Luc Weber, donc du Champagne Alfred Tritan. Nous sommes à Bouzy. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir que j'ai de converser avec Jean-Luc, que j'ai eu l'occasion déjà de connaître, mais ça, je vous le dirai juste après. Après qu'il se soit présenté. Nous sommes à Bouzy pour un live des vignerons indépendants de Champagne. Eh bien, Jean-Luc, ben, bonsoir, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais te laisser la parole pour te présenter et nous présenter un peu ben, l'histoire du domaine, s'il te plaît. Du domaine. Bon, c'est assez simple. On est un domaine à taille humaine. On travaille sur un peu moins de 3 hectares. C'est un domaine familial. La particularité, c'est qu'on est que sur le versant sud de la montagne de Reims, terroir Bouzy et Ambonnay. On est récoltant, manipulant suite à la crise de 29, donc depuis 1930. Première distinction 1935 pour un vin. On est certifié HVE depuis la vendange 2018. On est en deuxième année de conversion bio.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un parcellaire qui est fort morcelé, donc sur 2 communes, 19 parcelles, et l'âge moyen est de 40 ans de moyenne d'âge. Voilà. Bon, ça c'est plutôt bien. Bon, euh, alors l'historique t'est passé assez rapidement, hein, mais je crois que c'est en 1930 que l'histoire démarre, c'est ça? Voilà. Alfred Tritan, c'est mon grand-père maternel. Donc, je suis la 3e génération à vinifier et à commercier directement. Donc, en presque un siècle, je suis seulement la 3e génération. Oui, on est dans la famille, ils n'étaient pas très rapides. Il y a eu les guerres qui ont ralenti un peu aussi la faisabilité des couples et tout ça. Donc, mon grand-père a toujours refusé d'être coopérateur. Désolé, mais on a toujours été indépendants. On a toujours vinifié séparément nos vins. Et c'est un peu ça notre trame. Ce qui nous permet d'avoir, du fait qu'on a notre pressoir, notre cuverie, ça permet de démarrer les vendanges quand on a envie. Donc généralement c'est plus en décalage de 5 à 7 jours par rapport à l'ouverture officielle du village, parce qu'après on a une dynamique de cueillette de 6 à 7 jours et on travaille encore, on va dire à l'ancienne, c'est que je loge et je nourris mon personnel à la vendange. Et la grande particularité de la maison, c'est que je cueille avec mon équipe. Avec une règle toute simple, on cueille ce qu'on a envie de manger. Donc, c'est assez basique, mais pour moi, la qualité, elle se fait à la vigne. Au pressoir, oui, c'est de la rustine, mais la qualité, voilà. Si on n'arrive pas à avoir une belle qualité au niveau de la vigne, au pressoir, on va toujours courir un peu avec la qualité qui peut être facile avec un tri rigoureux aux vignes. Alors, ce qui est fort intéressant, tu parlais tout à l'heure de la coopération. Alors c'est vrai, il faut replacer un peu dans son contexte, hein. Nous sommes en 1930, 1929. C'est quand même la crise. Les vignerons ont beaucoup de mal à vivre de leur travail. Les millésimes sont compliqués. On a le souci également avec le négoce, avec des tensions. Et donc beaucoup de vignerons, s'il en reste déjà, il en restait quand même un petit peu, hein, on fait le choix plutôt de s'unir en coopérative. C'est à cette époque-là que beaucoup de coopératives soit se sont créées ou soit ont aidé beaucoup de vignerons à pouvoir justement vinifier leurs raisins. Et puis certains, effectivement, qui étaient peut-être un peu plus courageux, plus outillés, en tout cas qui avaient déjà une vision de manipulation, eh bien ont pris le pendant de vinifier. Et c'était pas forcément évident, hein. Faut quand même bien le rappeler, hein. Hein. On va replacer dans le contexte. La crise de 29 était là. Les maisons de négoce subissaient une crise, ne vendaient plus ou très peu, ne s'engageaient plus sur l'achat de raisins. Donc, comme on était vendeur au kilo, c'était compliqué. Le kilo de raisin était passé de 10 francs à 10 sous. Les maisons de négoce proposaient, puisqu'on vous achète pas le raisin tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est on vous loue les tonneaux. En vue que si l'économie redémarre, on vous rachètera ce que contiennent les tonneaux, mais les valeurs de location de tonneaux étaient plus chères que ce que contenaient les tonneaux, puisque tout avait été dévalué. Donc, il fallait trouver une solution. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à se dire qu'on allait vinifier. On va remettre aussi dans le contexte, c'est qu'on vendait, la clause existe encore, mais maintenant, une manière détournée dans les contrats d'achat de raisins, c'est on vendait que les raisins sains et marchands. Donc, évidemment, chaque exploitation vinifiait ce qu'ils appelaient les détours, donc les raisins de moins bonne qualité, pour faire leur consommation personnelle. Et du jour au lendemain, quand on a voulu faire passer des raisins les moins beaux, qui étaient le plus dur à vinifier, aux raisins qu'on vendait d'habitude au négoce, c'était assez évident et c'était assez logique qu'on part dans une vinification, une commercialisation directe. On n'était pas contre la coopération au départ. On avait dit oui à la coopération, mais à une seule condition. Bon, désolé, on est à Bouzy, mais on avait dit on veut bien être coopérateur à une condition, c'est de faire nous-mêmes notre rouge. Le grand-père avait déjà une idée assez pointue sur le rouge et assez rigoureuse. Et la coopération locale lui avait refusé ce traitement de faveur. Donc il a dit puisque vous ne savez pas vous adapter, c'est tout, je vais me débrouiller tout seul. Voilà. Ce qui était quand même bien courageux, hein, faut quand même le signifier, hein. Ok. Oui, en plus c'était pour pouvoir commercialiser. Après c'était du porte-à-porte. On voit bien ce qui est la démarche maintenant d'aller faire du porte-à-porte. On a plus de chances de se prendre une porte dans la figure
la porte qui nous claquonnait plutôt que… C'est un peu comme les relances au téléphone, c'est assez laborieux, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer maintenant reproduire. Ouais, tout à fait. Avec le tout simple, c'est que ça fonctionnait aussi sur la confiance. Il toquait, il allait faire du porte-à-porte, il démarchait, il mettait le vélo dans le train à l'époque, et il partait en France. Ah, bonjour, je suis viticulteur, je vends ma production. Il faisait même pas déguster, c'était la confiance. Il avait rencontré les gens et il revenait avec un carnet de commandes qu'il expédiait après. Et c'est ça qui est assez délirant, c'est que maintenant on met ça dans le contexte actuel, faire confiance comme ça aveuglément, Ouais. et c'est impensable maintenant dans notre société. Mais à l'époque, c'était courant. Bon, bah, tu vois, tu nous as bien parlé d'historique, hein, quand même, hein? Hein. Ok, bah, écoute, c'est top, hein. Donc, toi, tu es arrivé en 2000 au domaine. Et donc, aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais en conversion bio, c'est ça? Oui, oui, on a enclenché, c'était une pratique, on le pratique déjà depuis 7 à 8 ans. On a commencé par faire des essais à petite surface. Et puis pendant plus de 5 ans, on était à 72% du parcellaire qui était en bio. Qu'on faisait les pratiques, mais on pouvait pas revendiquer, on pouvait pas communiquer dessus. Simplement, on disait, ben, c'est traité sans chimie, donc et c'était toutes les grosses unités. Je t'ai parlé qu'il y avait 19 parcelles, mais les 72%, ça représentait seulement 8 parcelles sur les 19. 8 parcelles représentent 72% de l'exploitation. Ah ouais. Donc, on avait fait la simplicité, c'était de traiter en bio que les grosses unités, parce que quand le bio, on n'est pas sur notre coup au départ, quand ça craque, il faut être réactif, donc on avait fait toutes les grosses parcelles. Et de fil en aiguille, comme on en discute, et puis il y a un moment, c'est que des paroles. Donc on est toujours dans la relation de confiance. Qu'est-ce qui prouve ce qu'on avance? Il faut un moment sauter le pas et dire bon, allez, on fait 100% de l'exploitation en bio, même les petits lots, et comme ça, on sera crédible dans ce qu'on annonce. On pourra prouver que réellement on est les pratiques qu'on faisait avant, on pourra réellement les prouver par un label. Même si c'est un label qu'on pourra valoriser, moi j'aime pas le terme valoriser, mais mettre en avant sur une bouteille, pas avant encore 7-8 ans, quoi. Ouais. Mon mode de vinification, j'utilise beaucoup de vins de réserve conservés sous forme de réserve perpétuelle. Bon, on peut prendre le terme Solera, si ça parle Ouais, plus à d'autres. ouais, le terme champenois, c'est quand même la réserve, hein. La réserve Voilà, la perpétuelle. réserve perpétuelle, on est champenois avant tout. On a des vins de réserve en cuverie. Mes vins de réserve, j'ai conserve en Solera. Les pinots noirs, j'ai toujours connu ça à la maison. Et la particularité depuis 5 ans, c'est qu'on fait un parcellaire sur une grosse parcelle qui représente à peu près 20% de l'exploitation. Je fais un parcellaire et cette parcelle-là, il n'est pas valorisé sous forme de bouteille à la fin, une Solera dédiée, une réserve perpétuelle qui lui est dédiée maintenant. Et comme j'utilise beaucoup de vins de réserve dans mes assemblages, pour que ma première labellisation arrive, ça sera la vendange 2023. Ça sera forcément un millésime parce que sinon ça me fait changer toute ma gamme aromatique, mes assemblages. Donc ça sera un millésime. Donc je croise les doigts pour qu'en 2023 on fasse un millésime. Mais en ce moment les millésimes, je les ai entre 5 et 7 ans en cave. Donc c'est voilà, ma première bouteille certifiée, ça sera pas avant 2030. Voilà, c'est fort complexe, c'est fort lent, c'est pas du tout adapté, même si on arrivait à prouver l'antériorité de nos pratiques, la labellisation ne prend qu'au jour le jour, Ouais. c'est pas de voir, même s'il y a une traçabilité. Voilà. Mais la Champagne demande toujours du temps, hein. On ne le dira jamais assez, mais c'est quand même quelque chose qui nous caractérise, enfin, qui caractérise vraiment la Champagne par rapport aux autres vins effervescents. C'est ces temps de maturation entre guillemets sur latte. Là, on parle de temps d'adaptation par rapport à la certification, mais on pourrait également signifier également ce temps de maturation sur latte qui est vraiment spécifique à pratiquement l'ensemble d'une région viticole, ce qui est quand même assez rare, hein. Oui. Mais dans la région où on est, si on veut que les pinots, vu que je travaille sur 2 cépages, ouais, j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais l'exploitation c'est 2 tiers pinot noir, 1 tiers chardonnay.
même si on est 100% montagne de Reims, donc même versant sud, ou que le cépage dominant est le pinot noir. On a toujours fait un choix historique d'avoir à peu près un tiers de chardonnay pour rafraîchir un peu nos vins et avoir quelque chose un peu moins, un peu plus passe-partout, on va dire. 2 tiers pinot noir, un tiers chardonnay, ça permet d'alléger quand même nos pinots et d'avoir quelque chose de sympa. Donc on a toujours eu la double culture. On était dans les précurseurs à mettre des chardonnays sur Bouzy. Donc les vignes historiques étaient plantées à l'entrée des routes, étaient en pinot noir, et le cœur des vignes était en chardonnay pour éviter de se faire voler les raisins à l'époque. Les gens venaient par curiosité visiter les raisins, goûter les raisins, parce que ils n'avaient pas trop l'habitude de se déplacer, pour mettre aussi dans le contexte qu'on a commencé à vinifier et tout ça. Donc voilà. Alors qu'aujourd'hui, les rouges de cœur de coteau sont bien valorisés, soit en cuvée pour les millésimes ou les coteaux champenois, hein. Oui, oui, oui. On aime bien notre cœur de coteau, mais on n'est jamais pressé d'aller le cueillir. On aime bien toujours le pousser toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin pour essayer d'avoir un maximum d'arômes. Là, ce qui est marrant, c'est qu'en cuverie, j'ai 2 terroirs, Bouzy et Ambonnay, c'est le même versant, c'est pas tout à fait les mêmes sous-sols. Bouzy va être beaucoup plus structuré, beaucoup plus aromatique, et Ambonnay va rapporter une touche de finesse qu'on n'a pas, va alléger un petit peu les pinots qu'on n'a pas des pinots aussi légers que ça sur Bouzy. Donc le mariage des 2 terroirs est super intéressant au niveau des assemblages. Voilà. Ok, bah tu me tends la perche là pour parler un peu des finages, hein, je te remercie. Hein, on s'est pas concerté avant, hein, je vous assure. Non, Alors bah, je te propose déjà d'évoquer un peu Bouzy, euh, bien que effectivement tu sois peut-être mieux à même d'en parler que moi. Donc Bouzy vient de Boscus, qui veut dire bois, puisque effectivement le vignoble était coiffé par la forêt, hein, avant le défrichement. Donc ce coteau qui descendait jusqu'au village, hein, était bien boisé, hein. D'ailleurs, les noms de lieux-dits, certains noms de lieux-dits font apparaître effectivement ces termes de forêt, de bois ou de défrichement. Et puis également des notions à la fois de terre parfois un peu lourdes, alors soit carrément de cailloux, de terre blanche, ou alors de terre un peu plus riche, de sources également, et notamment de collines, puisque au niveau du village, hein, vous êtes sur un coteau qui est quand même étendu sur 3 kilomètres, hein, et qui au-dessus du village, donc avec une pente à peu près à 8%, qui commence à monter de manière un peu plus accentuée juste au-dessus du village. On va passer en moyenne à 11%, avec bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin par rapport à cela. Et le vignoble est entièrement entre guillemets établi sur la craie. Ça, c'est sur le papier. Mais effectivement, en haut de coteau, on a la craie qui est un peu plus dure. Ensuite, on a des veines de sable. Ensuite, on a de l'argile. L'argile qui contient de la lignite, notamment, qui a été fortement extrait, notamment pour amender les terres. Il y a déjà quelques dizaines d'années, voire un peu plus loin. Et puis ensuite, on va passer aux meulières. Et effectivement, ces terres argileuses, qui étaient quand même un peu instables, ont alimenté des colluvions, notamment grâce à la présence de sources, hein, parce qu'il y a des niveaux imperméables qui sourdaient. Donc sourdés, ça veut dire qui contiennent de l'eau, entre guillemets, hein, et qui ont, au fil du temps, donc avec l'érosion, enclenché comme ça des mouvements de terrain. Et si vous prenez le coteau de Bouzy, qui est plutôt, entre guillemets, presque homogène, hein, donc vous avez 2 bombements de crête, une à l'ouest, une à l'est, qui séparent notamment d'Ambonnay. Et puis en plein milieu, hein, vous avez un Y dont la base justement part vers Ambonnay. Et ce Y, en fait, les 2 rayons du dessus, hein, eh bien, c'est 2 lignes qui ont échancré ce coteau crayeux et qui ont amené comme ça des terres un peu plus riches, hein. Donc des limons argileux avec des cailloux de pierre meulière, et donc qui vont apporter du sol, donc de la profondeur de sol avant le sous-sol, entre guillemets. Et là, effectivement, si vous ajoutez des expositions plein sud, sud-est, avec des terrains un peu plus riches, qui vont donner un peu plus d'oxyde de fer notamment, eh bien, on va obtenir des vins un peu plus riches, avec des notes pour le pinot noir qui sont... on va bien sûr avoir ce côté cerise, hein, bien typique, mais on va également gagner des tonalités un peu plus riches. Et, ces notes de fruits bien rouges, bien noirs de Bouzy sont vraiment typiques. Alors un peu plus à l'ouest, la craie est un peu plus présente. On va apporter des notes parfois qui sont même un petit peu orangées,
C'est vraiment une typicité forte de Bouzy, hein, notamment dans les rosés, d'avoir ces notes un petit peu orangées abricot, hein, qui sont très agréables notamment. Et effectivement, hein, ces terrains dans le Y, là, bah, c'est là où vous faites les coteaux champenois qui ont le plus de mâche, de volume, entre guillemets, puisque le reste du finage, on est sur la craie qui est presque affleurante, entre guillemets, et qui va relever les acidités et ramener de l'amertume au tanin des rouges. Donc après, ce sont des vins qui vont mettre un peu plus de temps à s'affirmer et qu'il va falloir peut-être travailler soit un peu en barrique ou autre, hein, pour pouvoir les accompagner dans le temps. Donc Bouzy, c'est un petit peu ça, hein, c'est maturité effectivement qui donne des jolis vins bien fruités, hein, aussi bien sur le chardonnay que sur le pinot noir, avec ce côté variétal du pinot noir qu'on aime tant, mais bien mûr, et puis des chardonnays qui maintenant sont un peu plus vers le bas de coteau, et là qui prennent la craie de manière admirable, hein, avec parfois effectivement, selon les millésimes, un côté un peu exotique, hein, qui paraît et qui amène un peu de gourmandise. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur Bouzy avant que j'entame en bonnet? Sur Bouzy, ce qu'on peut dire, c'est que la commune de Bouzy est plantée à 88% de pinot noir et 12% de chardonnay. Voilà, c'est important d'avoir à peu près ces proportions. Nous, on a choisi d'avoir plus de chardonnay que la proportion, la photo du village, quoi. Hmm. On a Alors, porté à peu près. rappelons que Bouzy a été classé déjà grand cru, hein, bien sûr, avant 1929, hein, puisque dès 1895, Bouzy a été déjà reconnu comme un cru d'excellence. Et même dans les écrits, hein, vous pouvez trouver des vieux livres sur Internet. On parle déjà de Bouzy, bien sûr, fortement connu pour ses vins tranquilles, déjà au XVIIIe et XVIe siècle, et sous Louis XIV hein, notamment. Et effectivement, c'est un vignoble où vous avez une grande majorité de pinot noir, puisque le finage, c'est 375 hectares à peu près, hein, et c'est 88% de pinot noir. Hein, donc, on fait la part belle au pinot, hein, sur un terroir où on pourrait effectivement avoir également des chardonnays qui se plaignent bien sur les expositions plein sud. Hein. Mais l'histoire fait l'histoire. Hein, hein. Bon après, voilà, on est quand même une zone à pinot noir. Oui, On peut pas avoir une minorité de pinot noir et une majorité de chardonnay. Il y a d'autres oui, secteurs qui sont connus et reconnus pour leur chardonnay. On va leur laisser. bien sûr, bien sûr. C'est un petit pied de nez. Quoi. Alors sur Ambonnet, ben c'est pas compliqué. Hein. Vous avez Bouzy. Ambonnet, c'est la continuité du coteau. Là, on part un peu vers le sud-est au niveau du promontoire hein, de la montagne de Reims. Et la particularité, c'est que là, par contre, le vignoble n'est plus continu dans le coteau. Là, il va être séparé par 4 lignes de crête. Donc, on va avoir un vignoble qui est un peu plus mamelonné que celui de Bouzy, hein, par l'érosion, avec également des lignes de source qui sont un peu plus importantes, notamment. Un secteur qui est un peu plus vanté, notamment vers la partie sud-ouest, notamment où il y avait le moulin à vent et la parcelle Le Moulin dont on parlera dans quelques minutes. Hein. Et donc là, effectivement, on a la crête qui sépare Ambonnet de Bouzy. Hein, c'est une crête qui descend depuis Bouzy et qui chevauche Ambonnet et qui descend jusqu'à la plaine. Hein. Et c'est une belle séparation puisque cette séparation a été vantée et on a eu la bonne idée d'avoir des moulins à vent. Et en bas de la crête, on a des petits cours d'eau, des anciennes sources hein, notamment. Et je pense qu'il n'est pas vraisemblable qu'en regardant des écrits, on n'ait pas des anciens moulins à eau, hein, éventuellement sur ce secteur. Hein. Alors en Bonnet, effectivement, alors j'ai regardé un petit peu, hein, en Bonnet, c'est quand même particulier puisqu'on avait un château. Le château d'Ambonnet, il y avait des fossés, des remparts à Ambonnet notamment, et les lieux-dits d'Ambonnet reprennent quelquefois ce terme-là. Un peu comme à Bouzy, hein, donc bien sûr, les Bouzy c'est celte. Hein. En Bonnet, effectivement, on a les Gallo-Romains, et puis on a les Templiers qui vont s'installer également. Hein. Le secteur est riche, notamment d'implantations templières, hein. Que ce soit en Bonnet ou ailleurs. En Bonnet, c'est Andebonacum. Andebonacum, donc c'est le suffixe acum, c'est en allant vers. Donc soit on va vers effectivement la fondation urbaine fondée par Ambonne, et Ambonne, ça veut dire incliné. Donc voilà, donc on a
effectivement ces notions-là qui sont quand même assez impressionnantes quand on s'intéresse un peu à la toponymie du secteur. Donc c'est de la craie également, mais là la craie est un peu plus attaquée, un peu plus érodée, et on a une craie qui est un peu plus riche en magnésium également, ce qui va donner des arrière-bouches qui sont un peu plus résonantes en termes en termes de côté métallique, si vous voulez, dans la craie. Et donc des terroirs qui sont un peu plus riches. Hein, on est là avec des expositions qui sont à la fois plein sud, sud-est, expositions qui peuvent être nord-est également. C'est assez réparti. Et également un terroir où c'était très défriché également. Hein. Et donc ces secteurs peut-être un peu plus frais justement ramènent un peu plus comment je dirais de tension entre guillemets dans les vins et donnent un côté un peu plus tardif hein, peut-être qu'à Bouzy, hein, bien évidemment. Quoi vous dire d'autre après, il y a les histoires que vous pourrez trouver sur Internet. Hein. Je vais pas les raconter. L'histoire d'Attila et de Cymbale, notamment sur Bouzy-Verzy. Les Templiers avec Saint-Réol, qui est la coopérative d'Ambonnet aujourd'hui, où d'ailleurs il y a beaucoup d'adhérents à la coopérative d'Ambonnet par rapport à Bouzy. Hein. Et toujours un vignoble majoritairement planté en pinot noir, également sur Verzenay, mais avec un peu plus de chardonnay. Hein. Donc peut-être ceci explique cela. Et je crois que tu as des parcelles notamment effectivement sur la limite finage entre Bouzy et Ambonnet avec notamment cette belle parcelle du moulin que j'ai hâte de déguster dans quelques instants puisqu'elle fait partie de l'assemblage de la parcelle, enfin de la cuvée que tu vas nous proposer dans quelques instants. Ok, est-ce que tu peux nous présenter ta gamme de champagne et ton coteau champenois, s'il te plaît? Attends, 2 petites secondes. Hop, je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai tâché. Ouais, alors, ta vidéo n'est pas très nette. Hein, on t'entend bien par contre. Hein. J'ai différentes gammes. J'ai un brut sans année. C'est la cuvée Méracine. C'est un peu notre savoir-faire historique. C'est l'assemblage qu'on a depuis les origines. Après, l'étiquette blanche, c'est la cuvée Mon Essentiel. Là, c'est un extra brut. Donc, qui a généralement 1 ou 2 ans de plus que l'assemblage Méracine. C'est pas tout à fait le même assemblage, mais c'est plus ancien. Après, on a la gamme millésime. En ce moment, on a la particularité d'être sur une millésime 2012 en demi, en magnum et en 2014 sur la bouteille. Donc après, un rosé d'assemblage, parce qu'on est à Bouzy et on préfère, on fait du rouge que les meilleures années. Et on s'en sert que les années les plus propices, le plus de potentiel. Et je m'en sers en assemblant mon blanc avec le rouge pour obtenir le rosé. Et comme ça, je peux aussi mixer les années entre elles. J'ai pas trop d'effet millésime. Et la dernière. Tu mets combien de pourcentage de vin rouge dans ton rosé? Entre 8 ou 12, ça dépend les années que je mets dedans et ce que je cherche au niveau des arômes. Et j'ai à peu près toujours la même couleur. Voilà. Alors, dis-nous un petit secret, tu recherches quoi comme arôme? Le goût maison qu'on a au niveau des coteaux, c'est surtout la cerise griotte à fond. Le protocole de vendange, c'est que en début de vendange, toutes les vignes potentielles rouges. Donc sur les 19, il doit y en avoir, quand on retire les blancs, il reste plus que 10 à 11 parcelles possibles pour faire du rouge. Et là, on fait Mathilde, ma femme, qui est au pressoir d'habitude, elle fait le tour des vignes, elle fait une sélection sur pied comme si c'était pour faire du rouge et elle me prend 10 grappes au hasard dans les 11 parcelles et elle me marque le nom des parcelles dans les seaux. Et arrivé au pressoir, j'ai un de mes enfants qui prend chaque nom de parcelle et met un numéro en face. Et après, on va déguster à l'aveugle. Donc, on connecte des numéros. Et on va déguster pour savoir la dégustation de baie, mais aussi la dégustation de jus, pour savoir lesquels ont le plus de potentiel. Et il y a une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est que tous les ans on remet en jeu. C'est pas parce que c'est une vigne historique à rouge qu'on va faire du rouge cette année-là. Si on est pour faire du rouge, c'est pas dit qu'on fera du rouge dans une vigne historique à rouge.
On déguste comme ça en début de vendange. Et puis 3-4 jours après, ben, la veille de faire du rouge, quand on est pour en faire, ben là, on déguste, par exemple, les 3, 4 ou 5 vignes qu'on a gardées sous le coude, qu'on a tourné de notre réseau de cueillette, qu'on a tourné autour, et on vérifie, on valide ou on invalide notre choix précédent. Donc, il y a 2 ans, il y avait 11 parcelles au départ, on avait sélectionné 4, et au moment de faire le rouge, on en a gardé 3. D'accord. Et quand on a regardé les surfaces, il y avait 3 arts, 5 arts et 7 arts. C'était pas les plus grosses, hein. Mais enfin, c'était celles qui avaient le plus de potentiel. Donc, ben voilà, il y a des années, les années sont propices à avoir des parcelles de 20 arts, 22 arts. Ouais. Et c'est ça. Donc, pas sur 2020, mais sur 2019, c'est tombé comme ça, quoi. Ok. Alors, La qualité, ouais. ah ouais. Et c'est bien, on rentre un peu dans le secret de la maison, et en plus, c'est vraiment que du bon sens, hein, donc c'est tout à ton honneur, hein, à votre honneur, parce que c'est fait en famille, donc ça, c'est encore formidable, hein. Oui, oui, oui. Et je suis content parce que j'ai grandi, j'ai un œnologue qui conseillait déjà la maison quand j'étais enfant. Donc, j'ai toujours rassemblé avec lui. Maintenant, il est en retraite. Donc, je le convie à ces exercices-là de dégustation de baies et de mou. Et c'est pas parce qu'il était œnologue que c'était un exercice qu'il avait pratiqué pendant Ouais. Hmm. son activité. Un œnologue, généralement, ça déguste des mous. Ça déguste rarement des raisins et Ouais. encore moins des jus de raisin sortis de pressoir, pressés. Donc là, ouais, je suis assez fier de mon coup. C'est que je lui ai fait découvrir une activité et en plus, on échange là-dessus. Il a du plaisir. Il m'appelle en vendange. Quand est-ce que tu fais tes là et on s'arrange, ouais, pour faire l'exercice ensemble et trouver le bon créneau pour pratiquer ça ensemble. C'est marrant parce qu'il m'a apporté beaucoup et là indirectement je suis apporté quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire au départ, quoi. Et la dégustation de baies, c'est quelque chose que j'ai découvert via l'Académie du vin de Bouzy parce qu'on s'est posé beaucoup de questions avec l'Académie quand on a voulu mettre un protocole parce qu'en Champagne, dégustation de baies, on va remettre ça dans le contexte il y a 5, 7 ans ou 10 ans. Ça a commencé à se mettre en place. Tous les vignobles pratiquaient en Champagne étaient inconnus au bataillon ou très peu. Donc on s'appuyait sur des protocoles qui existaient sur des chardonnays. On a rapidement transposé sur du pinot noir. On a vu comment ça marchait en blanc. On s'est dit bon, on va essayer de pratiquer en noir. Et via l'Académie de vin de Bouzy, on fait aussi des dégustations 2 fois par semaine, toujours dans la même parcelle, pour faire des suivis de maturité, parce qu'on a de la chance, on a des collègues qui poussent les maturités. Ils ont fini leur vendange champagne, mais ils attendent des fois 10, 15 jours, voire peut-être même Ouais. plus, pour cueillir les parcelles, pour les pousser au maximum. Et là, on voit bien maturité de la rave, des pépins, et on pousse à maturité assez loin, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller aussi loin en Champagne, quoi. Ouais, tout à fait, hein. C'est une technique qui est plutôt récente, hein, alors qu'elle est essentielle, hein. Euh, enfin bon. Tu sais, moi, il y a déjà plus de 10 ans, j'ai gusté les baies de raisin pour savoir ce que la vigne mangeait. Ouais, Savoir si elle s'exprimait plutôt sur la craie altérée, la craie ceci, l'argile ou autre, hein. Et les gens pensaient même pas à déguster déjà pour la maturité, hein. C'est impressionnant. oui. Mais bon, C'est c'est bien, ça avance, hein. Oui, oui, ça avance. Et tout à l'heure, je te disais que je cueille avec mon équipe. Je suis pas le vendangeur qui mange le moins de raisins, bien au contraire. Mais vu que je suis pas au pressoir et que le pressoir, c'est pas la partie la plus technique, c'est le pressoir qui travaille la plupart du temps. Après, quand tu montres à quelqu'un comment on appuie sur un bouton, comment on fait pour le laver, pour le vider, on le remplit, comment on presse, comment on le vide, comment on le lave et comment on remet le cycle et puis après comment on explique le débourbage. C'est pas très technique, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études énormes pour pouvoir manipuler un pressoir. En sachant qu'à la maison, j'ai toujours ma maman
que j'ai pris la succession à la tête de l'entreprise. Donc maman est toujours dans les parages. Elle fait un peu les relations publiques. Il y a des clients qui sont là, des commerciaux, des... Maman, c'est Dominique, hein, je crois. Ouais, maman, c'est Dominique, Pardon. qui était Hein. une des deux filles d'Alfred. Alfred, donc Alfred Tritan avait deux filles, Dominique et Claudine, qui avaient repris l'exploitation ensemble. Elles ont toujours travaillé sur l'exploitation et en 1981, c'est moi qui ai fait le téléphone de vélo, j'ai décroché, mais ça sonne encore. Et, elles avaient repris l'exploitation ensemble en 1981 et donc elles se partageaient le travail et elle est décédée prématurément. Donc ma tante est décédée prématurément en 94 et maman a continué jusqu'à temps que je reprenne jusqu'en 2000. D'accord. Pris en doublon tranquillement et les clients sont même pas perçus qu'il y avait une nouvelle génération qui est arrivée sur l'exploitation. On a eu simplement des commentaires parce qu'on a eu des habillages qui ont été un peu relookés. On est resté dans la même veine, mais on est passé du gothique à quelque chose un peu plus dans l'air du temps. Et un client il me dit ah j'aime toujours votre vin, mais votre habillage, la nouvelle génération est arrivée et ça se voit sur jusqu'à la bouteille. Et là je lui dis rassurez-vous monsieur, la nouvelle génération ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle a déjà fait 20 vendanges, la nouvelle génération, et vous apercevez maintenant qu'elle est arrivée. Donc, je pense que la transition s'est très bien faite. Et à place de me faire un reproche, vous êtes en train de me faire un compliment et ça, j'approuve. Exactement. Exactement. Tout à fait vrai. Hein. D'Ivoire, avant de parler de ton coteau rouge, donc dans tes champagnes non millésimés, tu introduis combien de vins de réserve à peu près? Ça dépend des années. Ouais. Il y a des fois, ça peut être 35%. Il y a des fois, ça peut être plus de 50%. Ça D'accord. dépend des années. Ça dépend des millésimes et ça dépend ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est Alors, vu que on millésime pas tous les ans, c'est un choix maison de ne pas millésimer tous les ans. On millésime que les années qui ont du potentiel, qui ont vraiment quelque chose sous le pied, en sachant que c'est pas des bouteilles qu'on va sortir sur leur jeunesse, mais plutôt sur la maturité. Donc on va s'arranger à choisir nos années à millésimer, mais quand on millésime, c'est que si on a sous le pied, c'est que ça le mérite. Donc on fait moitié d'un tirage. Donc c'est moitié d'un assemblage à la mise en bouteille qui est dédié au millésime. C'est énorme. oui, complètement. Ouais. Mais voilà, c'est notre manière de fonctionner. Si ça mérite pas, ben on en fait un tout petit volume parce qu'il y a des fois, il y a des, par exemple en 2014, un petit volume, on a fait, je sais plus, c'est 3300 bouteilles sur un tirage où on devait être entre un petit 25 000 bouteilles de tirées sur Ouais. 25 000, 3500, 3500, ça devait être 3300, quelque chose. Mhm. Voilà. Des fois, c'est moitié d'un tirage ou alors seulement sur des années comme 2014 où c'était, j'avais deux excellentes cuves parce que faut au moins deux bonnes cuves, hein, puisqu'on assemble Pinot Noir et Chardonnay et que chaque cépage est séparé et vinifié séparément. Donc, on avait vraiment deux cuves qui sortaient du lot et on a voulu les mettre en avant parce qu'elles le méritaient, quoi. Mhm. Voilà. Alors pourquoi je te parle des vins de réserve? Parce que ton coteau rouge est issu d'un assemblage savant également, je crois. Hein. Le rouge, ben on en champagne et on se réserve le droit d'assembler les années. Comme on revendique pas d'années sur notre coteau champenois, actuellement en bouteille, il y a du 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018. Voilà. Les proportions, tout n'est pas en part équivalente. Je peux te trouver les. Allez, on va s'amuser un peu. Euh... Tu vas nous donner le nombre d'heures? Comment? Tu vas nous donner le nombre d'heures de l'assemblage? Ouais, le nombre, non, j'ai pas donné j'ai pas les proportions exactes de chaque, j'ai pas dans le dossier sous les yeux les proportions exactes, mais euh, on part du principe qu'on n'en fait pas tous les ans, même si là il y a beaucoup d'années qui se suivent, parce que avec le protocole de dégustation de baie, on arrive à affiner et même si on n'en fait pas beaucoup, on en fait quand même. Il y a des vignes qui sortent du lot et qui le méritent. Chaque année est particulière et met pas les mêmes arômes en avant.
ça on n'y peut rien, même si on a à peu près le même protocole, le même style de vinification et tout ça. Mais on n'arrive pas au même résultat. On a beau faire ce qu'on veut, il y a toujours le facteur météo, ensoleillement, il y a toujours plein de facteurs qui viennent interréagir sur le végétal, ce qui fait qu'à la fin, même si c'est toujours les mêmes personnes qui travaillent, tout à l'heure je t'ai dit on est à taille humaine, on est deux à être en permanence à la maison. Il y a une salariée, c'est Mathilde, c'est ma femme, qui s'occupe de toute la partie administrative et réception de clients, voilà, et la commercialisation. Et moi, j'ai plutôt la partie technique, la phase un peu cachée. C'est pas que j'ai pas envie d'être présent sur l'autre partie, et que ben, on est une structure à taille humaine, c'est qu'on fait tout seul. Voilà, on a très peu recours à la main-d'œuvre saisonnière, à part pour les vendanges. Même si depuis quelques années, je lève un peu le pied, je prends un peu plus de saisonnier au moment de la taille. Et on est aussi dans un schéma où que si on nous demande pour former des personnes, si on nous demande d'encadrer des apprentis, on répond souvent favorablement à cette demande parce que ben, je me revois encore étudiant à chercher des stages, donc c'est pas évident. On a plus de refus que d'acceptation. Donc voilà, j'étais jeune, j'étais étudiant, je cherchais des stages. Ben, quand les personnes demandaient des stages ou des apprentissages, ben, j'essaye de répondre favorablement. Donc oui, on a un peu de manœuvre externe, extérieure, mais c'est pour la transmission du savoir et tout le monde recherche du personnel formé, mais personne n'est prêt à former les personnes. Donc c'est un peu, c'est un cercle qui est un peu bizarre. Voilà, c'est notre manière de faire. On sait encore tout faire parce qu'on fait tout sur exploitation et on a un savoir qu'on essaye de transmettre et on espère que les nouvelles générations va s'y coller aussi et va garder ce savoir-faire. Alors, tu sais pas quoi? Moi, je sais qu'il y a un truc que tu vas me transmettre par l'intermédiaire de ta cuvée qu'on va déguster maintenant, c'est ça. Ah, Bon, c'est pas un ballon de foot, hein, je vous rassure. Donc, c'est une cocosphère, hein. Donc, c'est l'élément fondamental, entre guillemets, de la craie. Hein. Donc, ces cocosphères qui viennent, bien sûr, des algues Cocoïtophoridées que voici, hein, qui a 70 millions d'années aux alentours de Bouzy se balader et sédimenter, hein, donc en laissant ce qu'on appelle leur test, c'est-à-dire leur carapace, leur moyen de défense, leur bouclier calcaire qui descendait. Ça ressemble un peu au toit du Stade de France, hein, pour parler sphère entre guillemets. Et donc c'est du carbonate de calcium. Hein, et l'idée justement dans ces vins issus de craie franche, eh bien, ce sont des champagnes, hein, qui gardent encore un peu de calcium. Et le peu qu'il y a de calcium dans le champagne, enfin le peu, c'est peu dire entre guillemets, eh bien, ça suffit pour exciter nos récepteurs spécifiques au calcium qui se trouvent sur la surface de la langue. C'est là que vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'on va déguster un champagne là que j'ai eu la chance en fait de déguster il y a quelques jours, puisque j'ai fait la dégustation de la champagnothèque, de la boutique. Hein. Bon, ça c'est entre nous avec Jean-Luc. Donc j'ai eu l'occasion de la déguster il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, j'ai eu une sensation crayeuse qu'on va vous commenter, hein, qui est absolument extraordinaire. Et donc sur la langue, eh bien j'ai eu cette sensation de calcium. Et ce calcium-là, la vigne l'a puisé dans ces matériaux-là, il y a 70 millions d'années. Donc dans le palais, sur ma langue, eh bien j'ai eu une excitation de calcium qui date de 70 millions d'années. Et ce champagne-là, j'ai dû le recracher, mais le reste, je vous l'avoue, hein, je l'ai pas recraché. Hein. Et donc j'ai avalé un champagne avec du calcium de 70 millions d'années. Et comme il faisait beau en ce moment en Champagne, eh bien j'ai fait de la vitamine D et la vitamine D m'a permis de fixer ce calcium dans mes os. Et donc aujourd'hui, bon, j'en ai déjà depuis un moment de calcium de champagne dans mes os, hein, dans mon crâne et autres. Hein, je sais pas où ça se fixe, hein, mais ça se fixe de toute manière. Donc sachez-le, hein, quand vous allez venir chercher du champagne Alfred Triton de Jean-Luc, et notamment cette cuvée qu'on va déguster ensemble maintenant, donc l'instant blanc, que tu vas nous présenter, eh bien,
c'est cette craie, ces débris entre guillemets, mais plutôt ces restes de carbonate de calcium d'organismes vivants que vous allez ressentir et qui vont vibrer dans le palais et qui vont vibrer dans votre corps et forcément dans votre esprit. C'est la magie du champagne. Et quand la géologie rejoint le plaisir présent, passé et futur, moi je dis allons-y, hein, non? Allons-y. Et je vais encore revenir un peu sur la craie parce que moi, j'accentue ma visite de cave beaucoup sur la craie parce que pour moi, sans la craie, il n'y aurait pas de champagne. Il y a différentes raisons. C'est parce que déjà, on est septentrional, donc on est fort au nord. La Champagne est le vignoble le plus septentrional de France. Si on veut faire mûrir le raisin dans le Mans Coteau, bon, nous on a de la chance, on est plein sud. On a des craies, des sols qui ont de la craie. Donc, comme la craie est remontée plus ou moins en surface, elle s'est un peu décomposée, ce qui fait qu'on a des sols très clairs. Et quand on se met au nord, en plein coteau, on a l'insolation directe, l'insolation en direct, mais aussi indirecte, parce que le sol réverbère la lumière. Donc ça, c'est le premier avantage de la craie. Le deuxième avantage de la craie, on a vu que c'était des coccolithes. Qu'est-ce que c'est des coccolithes? On imagine que c'est des petits coquillages, donc des petits escargots. Donc on voit bien la coquille d'escargot qui est creuse. Le coccolithe, c'est ça, le coccolithe. Voilà, c'est creux, ça stocke l'eau. Donc l'hiver, ça fait des réserves d'eau. Il y a des remontées capillaires jusqu'à 40 mètres. Donc même si on a des fortes chaleurs, parce qu'on a quand même un climat continental, les remontées capillaires jusqu'à 40 mètres de la craie, plus les racines qui descendent encore plus, donc l'eau remonte en surface, le végétal réagit avec la chaleur, mais ne manque jamais d'eau parce qu'il est sur craie. Et l'autre avantage, c'est qu'on a l'avantage d'avoir des caves tempérées, ni trop sèches, ni trop humides, et qui nous permettent une maturation optimale et top en cave. Ça c'est un avantage. C'est une clim naturelle. C'est une clim naturelle. Il n'y a pas besoin de dépenser d'énergie à part pour creuser au départ, mais après, une fois qu'on a creusé, on l'a mis, quoi. Et ça, c'est fantastique. Et cette craie s'est déposée en moyenne à peu près 1,5 cm par siècle. Donc quand vous allez descendre dans la cave de Jean-Luc, à chaque fois que vous passez 1 cm, 2 cm, eh bien vous traversez un siècle de sédimentation. C'est pour vous dire la quantité pharaonique de ces organismes qui se sont déposés pour notre plus grand plaisir aujourd'hui, mais qui ont fait un travail magnifique. Et ce travail, il est naturel. Et c'est ça qui est magique aussi. Hein. Oui. Bon, allez, je fais comme ça, je prends ma bouteille. Ah, magnifique. Donc, c'est la cuvée Instant Blanc, c'est un chardonnay, nous sommes à Bouzy. Hein. C'est assemblage Bouzy en bonnet. Voilà, tiens. Voilà, on toc-toc déjà, on trinque par écran. Alors, je sais que si vous nous regardez, vous n'avez pas forcément... j'espère que vous avez du vin, du champagne également pour trinquer avec nous. On va essayer de décrire cette cuvée qui, moi, m'a laissé, je vous l'ai dit, il y a quelques jours, j'ai eu la chance de la découvrir. Alors, pendant le service rapide, je tiens à signaler également, on parlait tout à l'heure de vin rouge, hein, et donc de vin rouge également pour réaliser le rosé. En 2012, Jean-Luc a eu entre guillemets une palme, hein, c'est qu'il a été primé jeune talent de Champagne, notamment dans la catégorie rosé, dans laquelle il s'était présenté. Et moi, à l'époque, je suis toujours d'ailleurs jury hein, de ce joli concours. J'embrasse Rémi Castillo, je ne sais pas s'il nous voit quelque part, ainsi que les autres membres du jury. Et c'était un plaisir effectivement d'avoir cette cuvée de rosé qui était bien typée, avec un plaisir offert comme ça aux dégustateurs. Et on voyait bien cette recherche de bonne maturité. Donc là, c'est un chardonnay. Dis-nous tout. 100% chardonnay, 65% de 2013 et 35% de 2012. Donc, même sur cette cuvée-là, on est sur un rosé d'assemblage, un chardonnay d'assemblage. Donc, dans l'assemblage, donc nous avons la parcelle du moulin. Dont tu nous parles tout à l'heure, hein. On avait 4 parcelles à l'époque qui rentraient dans l'assemblage. On vinifiait pas, on assemblait les deux terroirs à l'époque.
en cuverie au vendange. On se posait pas de questions, c'était du chardonnay. On envoyait tout à la suite dans les cuves et on n'arrivait plus trop à tracer. Et donc là-dedans, il y a Bousilly-en-Bonnet avec un âge moyen de vigne de plus de 30 ans. Au moment de la mise en bouteille. Voilà. D'accord. Et donc le lieu-dit Le Moulin, bah, en fait, il est également sur Bouzy, il est également sur Ambonnet, ce lieu-dit-là. Voilà. Mais ma parcelle, elle est sur Ambonnet. Elle est du côté de Bouzy, d'Ambonnet, mais quand on arrive de Bouzy en direction d'Ambonnet, c'est à l'endroit où il n'y a plus de fossé. Mais la vigne, elle est là tout de suite à droite. C'est ma parcelle qui représente 20% de mon parcellaire. Et on a des sols qui, contrairement à Bouzy, qui sont peu profonds. C'est assez, on a 20-25 cm grand maximum de sol. Et on est tout de suite sur la crête. Donc on a des terres blanches. Hmm. Et c'est des vins qui s'expriment bien euh, sur leur jeunesse. On trouve qu'ils sont un peu maigres, ils sont un peu timides. Mais par contre, après, quand on les garde en cuverie une paire d'années, là, ça commence à exploser et on s'en lasse pas. Faut leur donner le temps de prendre le départ. C'est pas des vins à consommer sur la jeunesse, mais plutôt sur la pleine maturité. Effectivement, on est là sur ton parcellaire. Je sais pas exactement où est ta parcelle, mais on est sur une ligne de crête qui regarde vers Bouzy, hein, entre autres, enfin vers le sud de Bouzy. Et effectivement, là, c'est de la craie un peu effritée, hein, et là, ça résonne craie, ça parle craie. Hein, ces belles terres blanches. Moi, au premier nez, je suis dessus. Ça métallise presque, hein, tellement que c'est crayeux. Hein. C'est pur, c'est net. Alors bien sûr, c'est floral parce que tu as laissé le temps au temps, entre guillemets, hein, avec avec 2012 qui assoit quand même le vin de manière extraordinaire, et aujourd'hui 2013 qui se révèle. Hein. Aujourd'hui d'ailleurs, les 2013, hein, si vous en trouvez encore, hein, allez-y parce que c'est aujourd'hui ça commence à se révéler quand le vin le permettait, bien sûr. Hein. Et là, dans ton assemblage, je trouve que le 2012 qui est déjà complètement assis, équilibré, bien dans ses bottes, bah, justement porte un peu ce 2013 qui lui nous envoie un fruit là qui est quand même assez impressionnant. Hein. C'est à maturité, mais c'est pas à pleine maturité. C'est un vin qui a encore un potentiel de Ah oui. vieillissement pour arriver sur les notes comme on a l'habitude, un peu de miel et tout ça. Là, on a encore du temps hein, avant d'arriver à ce plafond-là. Hein. Là, On n'a ça pas encore bon, atteint le plafond. ouais, ouais, là, on est sur la craie, la réglisse 45, donc des notes vraiment crayeuses, hein. Des notes florales. Donc, on est vraiment dans la jeunesse du chardonnay. Hein. On a quelques petites pointes briochées par-ci par-là, mais on n'est pas du tout dans la noisette grillée. On est vraiment dans les sensations un peu pomme poire fraîche, même. Et, et là-dessus, j'ai choisi de faire un dosage. Bon, c'est marqué brut sur l'étiquette, mais en dessous des 6 grammes. On est plutôt aux alentours de 5,5, entre 5,5 et 5,8. Donc voilà. Mais on sent pas que c'est un extra brut. On sent du fait que le vin arrive à maturité, il garde son côté sa vinosité et qu'il n'a pas besoin forcément beaucoup plus de sucre que ça pour s'exprimer pleinement et être agréable quoi. Et au nez, moi, j'aime bien ce côté franc calcaire qui est un peu gras également. Hein. Tu sais, moi, je fais pas mal de fois, et dans les craies un peu gélifractées, souvent en profondeur, on trouve des craies qui sont bien blanches, mais qui sont également un peu grasses. Et derrière, on retrouve ce côté un peu, tu sais, un peu ce côté presque un peu crème de meringue fraîche. Euh, c'est un petit côté comme ça, un peu gras, tendre, et en même temps, ça file droit. Hein. C'est ce qui est assez impressionnant. Et ça, c'est l'avantage de l'âge, hein, de la maturation sur lit. Hein. Alors, santé à toutes et à tous qui êtes derrière votre écran. Hein, c'est toujours un grand plaisir d'échanger, de savoir que vous êtes derrière aussi, hein, et de pouvoir vraiment bien ausculter aussi le vigneron et le champagne qu'il nous propose. Hein. Donc à la vôtre, hein, je vais quand même le mettre en bouche parce que je suis capté, je suis enivré par ce côté floral là et cette craie là qui nous enrobe. Hein. C'est un tourbillon de craie qui vous emporte, hein, avec élégance, avec pureté et avec un petit côté canaille, hein, ce côté un peu crème là qui amène le côté un peu gourmandise. Hein.
Voilà. C'est là où on fait la différence presque avec le- les chardonnays qui sont un peu plus à l'ouest. C'est que là, on a des chardonnays qui ont également de la vinosité. Voilà. Là, on a une belle acidité, hein, c'est franc, on a la franchise calcaire, c'est droit, ça résonne craie. Là, sur la langue, comme je vous le disais, j'ai comme si on avait un patch crayeux sur la langue, là, c'est impressionnant. Hein. On a ce dépôt là, moi, qui m'amène un côté un peu salin, fleur de sel. Donc je suis vraiment dans l'esprit marin ici, marin littoral. Hein. Et faut pas oublier qu'à Bouzy, l'érosion a décapé la craie sur à peu près ce qu'on appelle des biozones. Donc on a à peu près un peu moins d'une dizaine de biozones dans la craie, sur 300 mètres de craie dans le vignoble. Et sur Bouzy-en-Bonnet, on a érodé à peu près deux biozones. Et donc on est quand même proche, entre guillemets, de l'esprit marin de la craie, et qui ressort pleinement. N'oublions pas que cette craie porte en elle le souvenir vraiment d'une profondeur marine relative, hein, puisque le dépôt se fait dans une mer peu profonde hein, quand même. Et là, cet sentiment côtier, iodé, là, qui est très délicat. Hein. Et, là, au nez, ça y est, ça arrive. Hein. Ce côté iodé, ça se mêle un peu aux notes de fleurs blanches, d'acacia, un tout petit peu de fleurs jaunes. C'est des petites fleurs qu'on mettait un peu sous la gorge, là, ce qu'on appelle les boutons d'or, hein, qui nous faisaient un peu de lumière sous la gorge, là. Donc, toute cette petite fleur un peu des prés, hein, comme ça. Mm. Mais quelle craie, hein. Oh là là, c'est une pureté folle. Hein. Et ça, tous les bas de coteaux, de toute façon, c'est quand même quelque chose. Hein. Que vous soyez dans la Côte des Blancs ou dans la montagne de Reims, nord ou sud, et particulièrement sud, c'est quand même quelque chose. Hein. Cette craie comme ça, franche, nette. Mais là, on voit la patte de l'assemblage quand même. Hein. On a un 2012 qui assoit l'ensemble, la force tranquille, entre guillemets. Et puis ce 2013 qui amène un peu de vinosité, hein, qui vient titiller un peu l'ensemble. Alors moi, sur un vin aussi net, pur, et ce côté iodé, crayeux gras, un peu rocheux quand même, moi j'ai l'impression d'être un peu soit sur un nez de coquillage ou de rocher d'huître. Hein. Et vous savez qu'il existe un produit d'exception qui s'appelle l'huître végétale ou la feuille d'huître. Moi, dans mes testings avant la Covid, je faisais ça. Hein. Je faisais déguster un carpaccio de Saint-Jacques. Éventuellement, je mettais une goutte d'huile d'olive fruitée vert dessus et j'enroulais ça avec une feuille d'huître. Et quand vous croquez ça, quand vous mâchez ça, vous avez l'impression déjà d'être dans la mer. Et quand vous prenez ce style de champagne avec, vous avez l'impression de faire partie vraiment de, de la faune maritime. C'est comme si vous avez des ouïes qui poussent derrière les oreilles. C'est exceptionnel comme expérience. Je vous encourage à le faire, hein, venir chercher l'instant blanc, à le trouver et à faire cette expérience parce que vous allez voir, si vous ne trouvez pas la feuille d'huître, c'est pas grave. Juste déjà avec le Carpaccio de Saint-Jacques quand ce sera la saison, là on quitte la saison, hein. Mais vous pouvez le faire avec le Saint-Pierre, hein, le Saint-Pierre qui est un joli poisson à chair ferme. On aura la même sensation. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu, tiens, en fait, sur ton site internet, je crois que au niveau des commentaires de dégustation, vous êtes bien amusé à proposer également des plats. Donc, c'est bien, je vois que vous êtes également bien cultivé, que vous aimez bien manger aussi hein, du côté de la famille Weber, non? Voilà. Et on essaie de le faire partager parce que dans nos formules visite, on a une formule accord mes vins. Donc, et l'instant blanc, on le propose avec du saumon fumé, qui est local, qui est fumé à Mardeuil. Ah, au saumon champenois. Voilà, au saumon champenois, ils nous fournissent le saumon fumé et on propose des toasts. Ça se marie très bien avec l'instant blanc, donc le chardonnay, mais ça marche aussi très bien avec des huîtres. Bon, on est un peu plus loin de la mer actuellement pour aller rechercher avoir les huîtres fraîches régulièrement. Mais quand je vais dans le Bordelais, chez un copain, on est pour un week-end le samedi et le dimanche, et chez lui le dimanche, c'est tradition, c'est les huîtres. Et là, on se fait un plaisir. Oui, bah, j'imagine. Et là, effectivement, bon, bien sûr,
les plateaux, les crustacés, hein, n'oubliez pas les crustacés, les poissons fins. Les poissons, ça match à tous les coups et c'est fantastique, ouais. Sashimi de saumon, de poisson blanc, de dorade, de cabillaud, de limande, de colin, il n'y a pas de souci, hein, ça marchera très bien, hein. Également, Mm. hein. Oui, moi je suis dans l'univers marin, mais c'est profond. Puis en même temps, c'est élégant, hein, c'est quand même assez fin. Et c'est quand même assez puissant aussi, hein. Donc ça envoie, comme on dit, du steak. Ça envoie du steak sur le rayonnement, la vibration de la craie. C'est une puissance qui est mesurée. Nous sommes dans les grands crus, hein, donc n'oublions pas, le grand cru, c'est l'élégance de la puissance, hein. Donc là, c'est ce qu'on a là, hein. Cette cuvée est née, pas par hasard, mais quand on dégustait les vins de réserve qu'on avait en cuverie, à chaque fois on arrivait sur les chardonnays. Et les chardonnays, ben, plus ils arrivent à maturité, plus ils restent longtemps, plus on s'aperçoit ben, qu'ils développent des arômes de pinot. On trouve des arômes de pinot en étant des chardonnays. Ça pilote, Et, hein. euh, ouais, on s'amuse pas mal. Et mes copains, j'ai des copains aussi vignerons dans le village et tout ça. On met une chaussette sur la bouteille, je fais déguster, dites-moi ce que vous en pensez. Ah ben là, pinot noir, et puis commence à me dire une proportion, je dis t'arrêtes tout de suite avec le pinot noir, il n'y en a pas dedans. Et là, hop, Oui, parce on est sur des chardonnays, vous avez des petites notes de framboise, de bourgeon de cassis, et, euh, on n'oubliera jamais de dire, c'est pas parce que on n'est pas sur un cépage noir qu'on ne peut pas avoir d'odeur de cépage noir, hein. ben Ça, tout à l'heure, tu as parlé qu'on était sur un terroir façonné par l'érosion. Donc, on a des sols profonds et les sols profonds nous apportent énormément là-dedans en consistance et en complexité. Ouais. ouais, complètement, hein. N'oublions pas que quand vous avez des fissures dans la craie, donc les diaclases, enfin les fissures, si on pousse la vigne naturellement à les chercher, non seulement d'elle-même elle va y aller, et si on pousse, non seulement elle va aller dans les fissures, et à chaque fissure, elle va lâcher ses petites radicelles pour aller explorer au plus profond des fissures. Et sinon, on va aller chercher des petits oligo-éléments, parce que dans la craie, elle n'est pas si pure que ça, hein. Même si du côté de Bouzy-en-Bonnet, on va dire, 90% de carbonate de calcium, bon, ben derrière, on a du fer, on a de l'aluminium, et on a pas mal de petits oligo-éléments qui vont servir dans la vigne, notamment être cofacteurs de réactions chimiques qui vont aboutir à la synthèse de composés aromatiques, tactiles, qui vont servir à la vigne et pour nous vont nous donner du plaisir. Et ces composés-là, vous les avez pas à la surface, hein. Il faut aller les chercher en profondeur. Et contrairement à ce qu'on croit, on a de la vie en profondeur, justement grâce aux fissures, hein, qui amènent également de l'oxygène et qui permettent aussi à une vie qui n'est pas seulement anaérobie, également un peu aérobie de se développer. Et c'est fou si vous saviez tout ce qu'on peut ressentir dans des craies en profondeur. Moi qui déguste beaucoup de terre dans les fosses pédologiques, vous verriez, c'est exceptionnel tout ce qu'on peut avoir déjà juste dans la craie, mais dans les autres types de sous-sol, hein. C'est absolument incroyable. Voilà, là honnêtement, bon moi je suis pas en vacances, hein, mais je serai en vacances là. Tu disais que tu avais des copains à Bordeaux, mais là on est pas loin de l'Atlantique là, je veux dire, hein. Ah, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux, hein. Et moi, tu vois, une fois que le vin s'est un peu réchauffé, là, moi, je l'imagine très bien avec un joli crottin de chèvre frais mais fondant, tu vois, où t'as que de la crème, où la crème va se mélanger à de la crème de craie, et on va être dans le côté élégant, fin, aérien, comme ça. Et là, on se perd, hein. Euh, et il faut pas oublier de dire également, c'est qu'à Bouzy, on a également des petits points de vue sympathiques, hein. Quand vous montez en haut du coteau, hein. Je crois que vous avez fait un système de point de vue, une table d'orientation, non? Ouais, il y a une table les échevins ont fait une table d'orientation en haut du coteau et ils ont mis un fléchage pour y arriver, ça c'est assez facile. Et là, ils sont en train de restructurer le site et de le raménager encore. D'accord, bah On voilà. peut suivre. Et il y a aussi un truc qui est sympa qu'ont développé les échevins, c'est que on propose via l'application Max. C'est une application pour faire des balades partout en France et ça vous géolocalise et ça vous dit les balades que vous allez faire aux alentours. Et sur Bouzy, les échevins ont développé l'application et on peut faire une balade à pied, en vélo ou en voiture
ou que via son téléphone, on arrive à se balader dans le terroir, à avoir une histoire du terroir, du coteau. Et ça permet de continuer aussi la magie de notre terroir parce que c'est vraiment, on est vraiment dans un écrin et on en a conscience, donc c'est bien. Et Non, on peut partager. et moi, je le dis à tout le monde, hein, tu sais, venez chercher une bouteille, en l'occurrence, on va être dans les périodes un peu plus chaudes, hein. Bah, vous téléphonez avant chez le vigneron, vous lui demandez de mettre quelques bouteilles au frais, vous venez acheter les bouteilles de l'Instant Blanc, vous vous grimpez sur le coteau là-haut, et soit à 11 heures ou soit à 17 heures, 18 heures, lorsque le soleil est un peu moins chaud, bah voilà, avec la famille et avec les amis, vous ouvrez une belle bouteille. Avec ce champagne-là, on l'a dit, soit vous prenez quelques huîtres, mais même avec un petit peu de copeaux de parmesan, ça ira aussi, croyez-moi. Et vous refaites le monde devant une mer de vigne absolument magnifique. Et en plus, vous avez l'horizon, vous avez la plaine comme horizon. Et imaginez un peu plus loin bah, l'Atlantique, la Méditerranée. Et le vin va faire le raccord, hein, donc c'est pas un souci, hein. Ouais. Et je crois que d'ailleurs que là, tu nous parles un peu de nos tourismes, mais vous, vous êtes déjà impliqué, parce que je crois qu'il se passe quelque chose du côté de la Mandelette, je crois, non? Ah, oui, au niveau du touristique, on a plusieurs activités. On a toujours aimé bien faire partager nos produits et donc on a des visites, on a des dégustations, on a des visites dégustation à Cormévin, donc on a la visite découverte, immersion et gourmande. Mais parallèlement, on a développé il y a plus de 10 ans un gîte qui est sur l'exploitation, donc 2 étages au-dessus, où que c'est un appartement qui est jusqu'à 9 personnes, où qu'on propose aux gens de vivre l'expérience d'être dans une maison vigneronne et qui est inclus dans le séjour. Il y a une bouteille qui est attend au frigo et surtout la visite dégustation de la maison. Donc ils sont surpris parce que les caves sont juste en dessous. Ils descendent 2 étages, ils sont au rez-de-chaussée. Ils descendent encore 2 étages, ils sont au fond de la cave. C'est magique. Ils se rendent pas compte qu'en étant dans une maison, c'est creux aussi en dessous et qu'il y a une vie en dessous en terre, quoi. C'est creux, mais rempli, hein, en même temps. Ah oui. Et puis l'année 2020 n'a pas aidé trop à vider la cave, donc Oui. non, on essaye de jongler pour pousser un peu les murs pour faire rentrer la dernière vendange, mais enfin, on va y arriver comme d'habitude et on a quand même fait une belle vendange l'année dernière. Donc, on va se faire plaisir. Ok, bon, bah écoute, bah, Jean-Luc, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de nous avoir fait partager l'instant blanc by Jean-Luc, hein. Alors, c'est marqué par Jean-Luc, oui. Je fais un peu le cacou, là, mais. Alors, tu as une médaille au Féminalise. Chaque bouteille, je crois, est bien médaillée dans divers concours. Mais Voilà. je vous laisse aller sur le site internet de Jean-Luc et du champagne Alfred Triton, hein. Je crois que c'est champagne-du-6 triton.com, je crois, quelque chose comme ça. .fr. C'est .fr, ouais, je savais qu'il y avait un truc, hein. Mais voilà, en tapant champignon de Triton, de toute façon, on est les seuls, on nous trouve facilement. Et après, ben, pour apprendre à nous découvrir, ben, il y a le site internet qui est assez complet. On peut compléter par Facebook et Instagram parce qu'on essaye de publier régulièrement comment on travaille. Et la petite nouveauté de cette année, c'est qu'on a rajouté des moutons. Depuis début janvier, je suis éleveur de moutons. Et en période hivernale, hein, je les fais pâturer dans les vignes. Et ma particularité, c'est que je les fous des ouessants. Le gabarit me plaît bien parce qu'il Ah se ouais? faufile tout d'une route à l'autre. Les ouessants, c'est le modèle de poche, c'est les plus petits moutons qui existent. En plus, ils sont français. 60 cm maxi de haut, donc comme on a des fils lieurs qui sont entre 50 et 60 cm, ben, sans forcer, ils arrivent à passer d'une route à l'autre, ils vivent leur vie comme s'ils étaient dans une pâture et ils vont s'occuper de l'herbe tout l'hiver. Donc c'est assez magique et ça simplifie le travail du sol au printemps, ça bourre plus dans les charrues. Et non, non, ça simplifie pas mal. Voilà, j'ai tenté une expérience Non, mais et je c'est pense bien, que hein, et ça se développe en Champagne, hein. Alors vous n'êtes pas non plus vous êtes pas non plus si nombreux que ça, mais vous êtes quand même quelques-uns à se lancer dans ce qu'on appelle l'éco-pâturage, hein. Et effectivement,
Bon, moi, je connais pas mal de gens qui le font aussi en vigneron, hein, mais c'est vraiment une bonne chose, hein. Et généralement, les vignerons sont contents. Bon, ils retrouvent un peu de laine sur les fils, hein. Euh, ça réchauffe un peu Ouais, les c'est fils à niveau. partout, mais c'est super doux. Et puis bah, voilà, c'est nos petites boules, nos pullovers sur pattes qui font le boulot. On va les voir, ils ont une petite tête bien sympathique et en plus ils font bien leur boulot. Donc il suffit simplement de leur laisser à manger et puis d'attendre qu'ils fassent leur boulot, quoi. Puis on les change un peu de place et ouais. Après on a de la chance si on tombe sur des paires, on a vraiment de la chance. Si on est il y a un peu des récalcitrants, c'est plus compliqué, mais pour le moment, je suis sur des perles, donc j'ai pas à me plaindre et le boulot est fait en temps, en heure. Et voilà. T'es pas en train de courir partout dans Bouzy pour les rattraper, quoi. Non, 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 même pas. Je vais les voir, ils arrivent, ils viennent me faire la Oui, bah fête. oui. Je descends après du camion une fois, ils sont sauvés une fois, je m'y attendais. J'ai prévu d'aller les voir l'après-midi pour les changer de vigne et ils sont sauvés à partir de 10 heures. J'ai des collègues qui ont commencé à me dire, ouais, les moutons sont sauvés. Pas de problème. Je savais que de l'autre côté, j'avais de l'herbe qui les attendait, donc ils sont restés à Bah côté de oui. la ville. Hum. Ils m'ont vu arriver, ils sont venus me faire la fête. J'ai ouvert la porte du camion. Voilà, en 5 minutes, ils étaient montés dans le camion, mais ils n'avaient pas fait de cirque ailleurs, quoi. Non, et puis en plus, c'est super amitieux, hein, je trouve, hein. Une fois qu'ils connaissent un peu, Oui, oui, oui. Et puis j'ai une formation agricole avant d'être viticole et c'est quelque chose que j'avais étudié sur ma jeunesse il y a quelques années quand je passais le bac. Donc voilà, c'est un milieu que je connaissais, que j'ai réappris à connaître parce que j'ai un beau-frère qui est berger itinérant, donc lui il a pas de terre, mais il se balade avec ses brebis. Bon, il n'est pas basé en Champagne, il est boulanger. Mais voilà quoi. J'ai un coach à distance quand j'ai un souci et j'étais allé faire un stage d'une semaine pour apprendre à vivre avec ces moutons-là parce que j'ai fait le choix de pas faire de les avoir en prestation, mais d'avoir mon propre cheptel. Donc voilà. Et aussi d'autres responsabilités, c'est du boulot en plus, mais c'est super agréable, c'est génial quoi. ouais, c'est clair, hein. Non, puis ce sont des belles valeurs en plus, hein. Ce sont des Ben, belles c'est du valeurs. vivant, de la diversité, ils sont là pour manger de l'herbe, mais en plus ils fertilisent, ils font tout. Exactement. Ouais, ouais, bien sûr, hein. Boulot, ils fertilisent. Que demander de plus, quoi? Pourquoi on a perdu cette tradition en Champagne d'avoir des moutons? Quand on Exactement. prenait les vieilles cartes postales, c'était bien marqué 99 moutons plus un champenois égale 100 bêtes. Ça date de l'époque où il y avait des taxes pour passer les ponts. Il y avait une taxe à partir de 100 moutons. Et ben, les champenois qui voulaient contourner la taxe, voilà, il y avait le berger et à chaque fois il y avait 89 moutons. Donc il y a un moment, celui qui percevait les taxes, il en a eu marre, donc il a mis la taxe à 99 moutons plus un champignon. Ça faisait 100 bêtes. Tu sais que l'origine des murgers, hein, des parcelles closes de terre en Bourgogne, l'origine, hein, c'est l'éco-pâturage, enfin c'est le pâturage, puisque les, puisque les bêtes allaient manger les raisins. Mm. Et c'est pour ça qu'on a fait des clos, qu'on a fait enfin des clos, et puis qu'on entourait les parcelles de vignes qui à l'époque sur les coteaux, comme en Champagne, hein, vous aviez les vignes et à côté vous aviez les prés sur les vergers ou l'élevage qui se côtoyaient, hein, donc Ben, on va remettre dans le contexte avant qu'on ait toute la machine, le machinisme qui soit arrivé. Chaque viticulteur était aussi agriculteur puisqu'on servait de la traction animale, que ce soit les bœufs ou les chevaux. Donc, ben, il y avait ça. Et ils avaient chacun les lapins, les poules parce que c'est ben, il ça. fallait bien manger. Mhm. Et puis les moutons. Ma maman, là, je revois encore. Elle m'a sorti des photos parce que quand elle m'a vu arriver avec des moutons, elle a un peu souri. Elle me dit, ben moi, quand j'étais jeune, on avait 5 moutons à la maison. Et en ce moment, j'ai encore 5 moutons. Tu vois, la tradition, j'ai retransmis. Ben, ça, c'était dans les années 60, elle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 60 ans plus tard. Hein, ça passe. 60 ans plus tard, ben, j'ai recommencé à reprendre 5 moutons aussi et on continue le pâturage, quoi. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ben, c'est beau. Et je pensais pas, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans que Ah j'allais oui, avoir des oui, moutons. oui. Je t'aurais dit, hein, tu m'oublies, quoi. Ben non, je suis revenu mettre le doigt là-dedans et ça me plaît bien, quoi. Remettre du vivant avec du vivant et puis que ça fasse plus, c'est super.
Il va falloir redonner des cours un peu nouveaux dans les écoles, hein, je crois, parce qu'il va falloir s'adapter un peu. On aimerait bien avoir un projet au niveau du terroir, parce que le projet mouton, j'en ai parlé à mes collègues, parce que plus on est, plus c'est facile à gérer. Mm. On aimerait bien que la section locale, elle porte un projet d'éco-pâturage sur le village. Pourquoi pas avoir notre propre berger, parce que si tu fais des clôtures par lieu-dit, c'est bien plus simple à gérer qu'à la parcelle. Tu passes moins de temps à clore la parcelle, et puis tu peux lâcher plus de têtes, et puis 380 hectares sur le 380 hectares sur le terroir, et ça commence à faire quoi. Et il y a de l'herbe dès la chute des feuilles. Ben, l'herbe on la vend, mais tant qu'il y a des feuilles, on met pas de trop, parce qu'on aime bien que ça profite à la vigne, qu'elle puisse mettre du sucre en réserve. Dès la chute des feuilles, donc on va dire selon les années, mi-octobre ou mi-novembre, à savoir quand est-ce qu'on va avoir léger, ben jusque mi-mars, ben, ça fait une paire de mois à pâturer quoi. Il y a de l'air partout maintenant là. Bah, L'hiver, les terroirs sont verts, donc les coteaux sont verts, donc on peut en profiter quoi. mais tu sais, tu vas à l'est du finage d'Ambonnet, là, au bois des Pertes, qui veulent arracher pour mettre de la vigne. Là, il y a une source qui passe juste en dessous, hein, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire un pré, hein. Voilà, ouais, c'est plus l'intersaison qui est problématique parce qu'il faut leur Ah trouver oui. de quoi manger en intersaison. Et là, bon, on a gardé on a encore pas mal de vergers et de jardins. Donc, faut pas qu'on ait un trop gros cheptel. C'est pour ça le choix de 5. Je fais mon essai cette année à 5 moutons pour pouvoir les entretenir à l'année, savoir si j'ai assez d'herbe ou pas, parce que on a des années de plus en plus sèches. Et les années de sécheresse, c'est pas là qu'il y a le plus d'herbe, quoi. L'herbe, elle Et, explose. et on a pas mal de renards dans les bois aussi, hein. Oui, oui, bah, les renards, pour le moment, ils s'attaquent pas aux les béliers, donc voilà. Ils ont oublié ce que c'était. Mais, et puis, on leur met des petites clôtures électriques, donc s'ils se frottent un peu trop près, c'est comme les chiens. Les chiens, ils viennent faire toujours un peu le cirque autour des moutons. Bah oui, ils le font une fois, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une prestataire à cheval qui venait travailler le sol, elle avait 2 border collies. Et elle était à 200 mètres d'où pâturaient les moutons, et les borders, ben, leur fonds de commerce, c'est s'occuper des moutons. Donc ils étaient allés embêter, et ils essayaient de rassembler mes moutons, mais Euh, mes moutons avec des chiens autour, ils aimaient pas trop ça, donc c'était un peu le cirque. ouais, c'est sûr. En heure, le temps qu'on s'aperçoive qu'on dise vos chiens, est-ce que vous pouvez les tenir à côté de vous plutôt qu'ils y aillent embêter les moutons. Mm. Bon, bah écoute, je pense on a bien échangé. Tu vois, moi, j'étais parti dans une discussion comme si on était tout seul, hein. C'est un peu ça, mais bon, on fait profiter à tout le monde Oui, mais c'est notre expérience. intéressant. C'est intéressant parce que de plus en plus, la Champagne, entre guillemets, se montre, mais est véritablement de plus en plus verte. Et c'est grâce aussi ça passe également par des vignerons qui sont passionnés et qui ont envie de manière profonde et qui sont convaincus par la nécessité de changer les choses et de le faire. Tu en fais partie. Et c'est bien tu vois, j'ai laissé parler parce que c'est important quand même que les gens s'imaginent qu'en Champagne, maintenant on a des parcelles dans lesquelles on a des moutons, quoi. Enfin, Et c'est puis, important c'est important quand même de signaler ce genre de choses, d'autant plus que c'est une démarche qui semble tout à fait de bon sens, naturelle, mais encore faut-il le faire parce que ce sont des contraintes aussi, hein. On le rappellera jamais assez. c'est des contraintes, mais c'est une aventure que je ne conçois pas sans la vivre de l'intérieur. J'ai pas envie d'être spectateur de ce système-là. On a essayé de se rapprocher d'un berger existant en prestation, et très vite, c'est pas que j'étais pas à l'aise avec lui, mais il y a pas mal de points qui me chagrinaient. Et voilà, c'est pour ça que je me suis orienté dans l'élevage, et j'ai fait mon choix d'avoir mon cheptel. Bon, certes modeste, mais Bah, écoute, tu les élèves bien, tu élèves très bien tes champagnes également, donc bravo à toi. ouais.
on peut mettre que du vivant avec du vivant. Donc voilà. Donc historiquement, ça existait. On aimerait bien mettre des poules, mais en ce moment il y a de la grippe aviaire. Si on met des poules dans les lignes, on est obligé de mettre des filets au-dessus pour éviter les oiseaux migrateurs. C'est vite compliqué pour être aux normes. Il faut être solidaire aussi avec les agriculteurs. Dès qu'on dû abattre leur poulailler à cause de la maladie, c'était pas si loin que ça de Reims. Donc voilà, on a le droit de faire des choses, mais pas faire n'importe quoi. On reste agriculteurs et solidaires les uns avec les autres. Ok, bah avant de te laisser le dernier mot, je rappelle à celles et ceux qui sont derrière leur écran que le live, on continue le live, hein. La semaine prochaine, ce sera le 29 avril. Je serai avec Éric Marin du Champagne, Christian Marin à Viré-Linger. Donc nous irons dans la Côte des Barres, dans la vallée de la Sarce, où là j'essaierai de vous décrypter un petit peu ce terroir que moi je connais bien, et avec un vin également qui va vous révéler des belles surprises. Merci à toutes celles et ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai eu à échanger avec Jean-Luc. Je vous dis un grand merci. Vive la Champagne, vive le Champagne. D'autant plus quand il est net, précis et qui donne autant de plaisir. Et Jean-Luc, bah, je te laisse le mot de la fin, si tu veux bien. Et merci à toi pour, euh, pour échanger ta passion et avec autant de plaisir et de force. Ça, c'est bien. Ben, merci d'avoir pris un moment d'échange et d'avoir pu partager un moment d'échange. Le plaisir était partagé. En espérant vous avoir appris quelque chose, notre manière de travailler, vous avoir donné envie de déguster nos vins. Et heureusement qu'il y a encore des moments comme ça pour échanger, partager, parce qu'on a tendance à être les uns à côté des autres. Et moi, le partage, je ne demande que ça. Et en ce moment, je suis un peu frustré parce que on vit un peu au ralenti dans un monde un peu bizarre, dans une période inédite. Mais enfin, à votre santé et que la champagne dure encore longtemps. Allez, à la vôtre. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.